C'est assez difficile d'être passé à côté. La semaine dernière se déroulait la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et durant cette cérémonie, nous avons eu la surprise d'assister à une performance de Gojira à la conciergerie. Cette prestation a fait de Gojira le premier groupe de métal au monde à se produire lors de la cérémonie des JO et ça a logiquement mis un énorme coup de projecteur sur le genre musical du groupe, le death metal et plus globalement sur le métal. Il faut comprendre qu'inviter Gojira lors de cet événement, c'était un risque. Mais on peut sans trop se tromper dire que c'est un risque qui a été couronné de succès. Évidemment, la prestation n'a pas plu à tout le monde, mais c'est normal, elle était clivante par essence. D'autres polémiques ont entouré non pas la performance du groupe, mais plutôt l'œuvre créative autour, le fameux tableau. Mais ces quelques éléments mis de côté, les réactions, notamment les réactions de la communauté métal française et mondiale, sont globalement positives. That's so sick, man. Holy sh**. Bro, this is like the hardest fucking shit I've ever seen in my entire fucking life. À part un petit détail, cette prestation et cette mise en lumière soudaine du métal devant les yeux d'environ 2 milliards de téléspectateurs à travers la planète a soulevé une question houleuse qui ne date pas d'hier. Le métal a-t-il sa place lors d'événements aussi grand public ? Une partie de la communauté métal considère que non, et en ce sens que Gojira n'aurait pas dû accepter l'invitation des JO. Là, dit comme ça peut paraître un peu étrange, mais les dessous de ces débats sont intéressants et ça m'a fait me poser plein de questions. Déjà, avant tout, comment Gojira, un groupe que rien ne prédestinait sur le papier à réussir à cette échelle, est-il devenu aussi important dans le monde entier ? Que leurs prestations aux JO changent-elles ? Mais surtout, en effet, le métal doit-il/peut-il devenir un style mainstream ? En gros, quelle est la place du métal auprès du grand public ? C'est ce que je vous propose d'explorer dans cette vidéo. Mais avant, vous le savez, il y a quelques temps, c'était le festival Glastonbury au Royaume-Uni. C'est personnellement un festival qui m'a toujours fait rêver, sauf que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, et cette année, quand j'ai voulu regarder les replays, il y eut un drame. Les vidéos ne sont disponibles qu'aux habitants du Royaume-Uni. Mais heureusement, grâce à CyberGhost VPN, j'ai pu aller au Royaume-Uni en un clic. Vous savez probablement ce qu'est un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de vous localiser où vous le souhaitez. Grâce à eux, vous pouvez accéder au contenu qui est géobloqué, comme je l'ai fait, et surtout avoir accès à du nouveau contenu, par exemple sur vos plateformes de streaming préférées, vous pouvez obtenir jusqu'à 40% de contenu supplémentaire. Mais ce n'est pas tout, puisque plus important encore, CyberGhost vous protège des dangers sur internet. Il chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Comme ça, si vous êtes dans un hôtel ou sous une tente à Glastonbury, vous pouvez surfer anonymement et en toute sécurité. Avec un seul abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils différents, quelle que soit la plateforme, Windows, iOS, Android. C'est vraiment adapté aux débutants comme moi je le suis, donc c'est idéal pour toute la famille. Et si vous pensez que ça coûte très cher, eh bien détrompez-vous, puisqu'avec mon lien en description, vous bénéficiez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts. Vous ne serez pas seul, puisqu'il y a déjà 38 millions d'utilisateurs ultra satisfaits, et en plus, il y a une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à naviguer en toute sécurité avec CyberGhost. Nous sommes en 1996 dans les Landes et deux frères, Joe Duplantier 19 ans et Mario Duplantier 14 ans, décident de former un groupe nommé Godzilla, en référence à Godzilla. Ils sont rejoints par deux autres membres, Christian Andreu, guitariste, et Alexandre Cornillon, bassiste, qui laissera assez vite sa place à Jean-Michel Labadie. Ensemble, le groupe commence à faire des démos de death metal et au bout de quelques années, en 1999, ils arrivent à décrocher des premières parties d'autres groupes comme Cannibal Corpse. C'est donc une première victoire, c'est vraiment encourageant, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. La suite logique, c'est de faire un premier album. Mais là, Godzilla est confronté à un problème. Ils ne sont pas soutenus par quelconque label. Sur le coup, le groupe décide donc d'auto-financer le projet et dans le même temps de se renommer Gojira pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur sur leur nom. Parce que Godzilla c'est un nom protégé, logique. Ils sortent donc leur premier album, Terra Incognita, sous leur propre structure, Gabriel Édition. Cet album ne rencontre pas un énorme succès, mais il leur permet une chose, c'est de faire énormément de concerts.
Pendant 1 an et demi, le groupe va enchaîner les dates. Gojira continue sur sa lancée et sort The Link, son deuxième projet, qui est suivi de la même manière par pas mal de concerts. Le succès est au rendez-vous pour eux sur la scène française. Mais c'est le 3e album qui va changer les choses pour le groupe. Déjà, d'un point de vue engagement. À partir de cet album, Gojira va mettre en avant le thème de l'écologie, ce qui dans le death metal en 2003 n'est pas hyper courant. Mais surtout, cet album paraît à l'étranger, et notamment aux États-Unis grâce à leur nouvelle signature dans un label, Prosthetic Records, un label américain. Et là, ils rencontrent à l'étranger un succès aussi fort que celui qu'ils rencontrent en France, et surtout leurs opportunités en dehors de l'Hexagone se multiplient. Ils font les premières parties de la tournée de Children of Bodom, ils enchaînent les festivals et font même une tournée marathon aux États-Unis. C'est le tout début du succès mondial de Gojira. Par la suite, ils seront nominés 3 fois aux Grammy Awards, feront des tournées partout à l'étranger, notamment aux États-Unis. Bref, ils sont devenus internationaux. Et il faut comprendre que sur le papier, ce n'était quand même pas gagné. Peut-être un peu parce qu'ils évoquent des thèmes bien précis et peu communs, mais surtout parce qu'ils viennent des Landes. Alors ça peut paraître un peu cliché comme ça, mais encore plus à l'époque, le monde de la musique est à Paris. Qu'un petit groupe de death metal venu du fin fond du sud-ouest de la France devienne soudainement un phénomène aussi connu à l'étranger, c'est juste fou. Sauf que c'est aussi révélateur d'un problème en France, que ce soit dans les années 2000, mais aussi jusqu'à maintenant, en 2024. La France et le métal, c'est une relation pour le moins compliquée. D'un côté, il y a une communauté très soudée de métalleux en France, y compris dans les années 90-2000. Gojira d'ailleurs réussissait vraiment à remplir des salles pleines en France, ils avaient un vrai succès. Mais de l'autre côté, il y a un très fort manque de reconnaissance dans le pays. Un manque de reconnaissance qui ne s'améliore pas avec le temps. D'abord, parlons de la population française en général. En 2008, Olivier Donat, un sociologue, réalise une étude sur la musique et quand il interroge les Français sur les styles qu'ils détestent, c'est le métal qui y ressort le plus. On peut aussi noter qu'on ne parle pas de métal à la télévision et dans les médias grand public, exception faite d'Arte. Et quand on en parle, c'est très négatif. Allez, un petit exemple. M6, dans son reportage Zone Interdite de 2013, qualifie le public du Hellfest de « horde de zombies gothiques » alcoolisé et ajoute que l'ambiance est entre morbide et grand guignol. Ça en dit beaucoup sur comment les médias perçoivent le style. Aujourd'hui encore, en 2024, il n'y a pas de place pour le métal aux victoires de la musique, ce que fait d'ailleurs remarquer Gojira dans son interview pour l'AFP juste après les JO. Mais ça va encore un peu plus loin que ça. En fait, toute l'économie du métal est assez précaire en France. Déjà au niveau des labels, enfin des gros labels qui auraient les moyens de porter des projets métal très loin. Eh bien, eux ne s'engagent tout simplement pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne signent pas du tout d'artistes métal, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir beaucoup d'ambition pour eux, que ce soit sur la scène française, mais encore plus sur la scène internationale. En gros, ils signent des artistes qu'ils ne développent pas plus que ça, parce que de toute façon, je cite, le métal, ça ne vend pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend colérique. Mais globalement, vivre du métal en France, comme l'explique cet article du Figaro, c'est compliqué. La plupart des musiciens français ne sont pas à plein temps dans la musique et sont obligés d'avoir un métier à côté. Les festivals, en dehors du Hellfest, dont on va reparler, ont beaucoup de mal à exister faute de subventions. Et même les labels, qui se spécialisent uniquement dans le métal, peinent à en vivre. Et là, je voudrais faire un petit point très rapide en me posant ma question préférée au monde. Pourquoi ça se passe comme ça dans le métal en France? Évidemment, je n'ai pas la réponse exacte et ce n'est pas le cœur de cette vidéo, donc on va pas y passer trop de temps, mais je peux juste émettre des hypothèses. Du coup, c'est ce que je vais faire. Évidemment, c'est multifactoriel. On peut parler du fait que la France n'est pas le berceau initial du métal, comme peuvent l'être d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou la Norvège. On peut parler de l'éducation musicale des enfants qui, au Royaume-Uni par exemple, les confrontent peut-être à plus de complexité musicale. Mais il y a une piste que j'ai trouvée intéressante, qui a été énoncée par un maître de conférence en sociologie qui a écrit une thèse sur la musique. Le métal, et particulièrement en France, ne s'est pas développé comme les autres styles musicaux. Le métal s'est construit en opposition et a carrément construit un circuit parallèle, une sorte d'industrie propre au métal et assez fortement en France. À l'étranger, par exemple, de très grosses cérémonies globales comme les Grammy Awards incluent le métal. Le genre est convié à ces cérémonies. On l'a vu aussi aux Brit Awards avec un feat entre Ed Sheeran et
Holy Sykes. En France, c'est pas vraiment le cas, et forcément ça a des conséquences. Je cite notre ami sociologue, la création de ce réseau parallèle se fonde économiquement sur une culture du DIY ou do it yourself. C'est ce qui explique que c'est, aujourd'hui encore, une pratique d'amateur. Dans le sens où la filière arrive moins à se professionnaliser. Ce n'est pas une insulte. Ok, bon, ça c'est le constat global qu'on peut tirer depuis l'arrivée du métal en France jusqu'à aujourd'hui. Sauf que les choses sont en train de changer. Le métal devient de plus en plus présent et reconnu auprès du grand public en France. Déjà, le Hellfest a pris une importance phénoménale ces dernières années et a justement attiré des gens qui de base ne sont pas fans de métal. Et l'événement est devenu le plus gros festival de France, tout simplement. Et puis, on a vu Gojira au JO quand même, c'est pas rien. La cérémonie des Jeux Olympiques, quoi qu'on en pense, c'est un événement qui représente la France devant le monde entier et y inviter Gojira, c'est un symbole assez fort. C'est d'ailleurs ce que déclare le groupe en interview après sa performance, estimant qu'il y a un truc qui bouge en France vis-à-vis du métal et que on vit vraiment un tournant. Et sur le papier, beaucoup de gens s'en réjouissent, y compris dans la communauté métal. Je me permets de mettre un extrait de Dealer de Métal, qui est une des chaînes les plus connues sur le genre en France. Mon discours, c'est que faut que le métal ce soit pour tout le monde. Parce que le côté gatekeepers, le côté le métal c'est que pour nous, je trouve que c'est à chier. Et a priori, en tout cas moi, ma première pensée sur la question, sans y réfléchir, c'était oui, il n'y a pas de raison d'avoir ce côté protecteur, ce côté je veux garder ce style pour moi, je veux pas qu'il devienne grand public. La culture, la musique, ça se partage. Et la survie même d'un art dépend du nombre de personnes qui y participent, que ce soit des auditeurs ou bien des acteurs qui participent activement à cette culture. Sans les gens, un style meurt en fait. Sauf que cette question du grand public revient vraiment souvent dans le métal. Donc j'ai pris le temps de m'informer sur les arguments des gens qui pensent que non, le métal n'a pas sa place auprès du grand public et ne doit absolument pas devenir mainstream et avoir une exposition telle que le genre l'a eu au JO. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Là, je vais juste citer les différents avis que j'ai pu récolter ou lire et que j'ai creusé un peu pour comprendre. Déjà, beaucoup craignent que le style soit vampirisé. Quand un genre devient grand public, il attire des personnes qui ne sont pas forcément là, entre guillemets, pour les bonnes raisons. Et notamment deux types de personnes. D'une part, des groupes et des artistes qui vont tenter de surfer sur le phénomène, et donc la musique va avoir tendance, en tout cas en apparence, à s'uniformiser. Là, on peut faire un parallèle avec le rap, parce que le rap est le dernier style en date à être passé de style de niche à style ultra grand public. Et en effet, au niveau des artistes, on a pu voir, après 2019 environ, et en réalité avant aussi, une certaine uniformisation de la musique, j'en ai déjà fait une vidéo. Et d'autre part, les fans. Ça a été un phénomène très critiqué dans le rap, notamment avec les fans de Nekfeu. Et ça, c'est une conséquence assez inévitable de la mise en lumière d'un style musical, vu qu'on le voyait aussi sur le grunge, par exemple. Alors, y a-t-il de bonnes raisons d'écouter de la musique ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Cependant, je peux comprendre la peur de certains fans de métal qui voient ce qui s'est passé pour le rap et qui n'ont absolument pas envie de vivre ce genre de phénomène. Ensuite, certains considèrent que c'est le propre du métal de ne pas devenir grand public. Je vais reciter un sociologue, précisément un sociologue de la culture et du métal. Oui, ça existe. Le fait qu'une culture minoritaire devienne très importante et visible est contradictoire. Soit on est dans le métal, soit on est dans les événements mainstream. Le métal est par essence une musique faite pour être profondément libre et pour être en marge de la société. Si d'un coup ce style devient trop exposé, il perd quelque part son essence. Et pour aller encore plus loin, pourquoi faire en fait ? Pourquoi dénaturer ce style qui vit au final assez bien ? Le circuit parallèle du métal a certes des inconvénients, mais a aussi un gros avantage. Ça rend le style parfaitement indépendant. Et c'est le seul style musical qui a cette taille et qui reste pourtant en dehors du circuit traditionnel de la musique, avec des codes spécifiques, des festivals, une communauté qui est extrêmement forte et soudée. Si on dilue cette communauté avec des gens issus du grand public, qui eux n'ont pas le même attachement à cette culture, on fait perdre ce sentiment de communauté qui est pourtant l'un des piliers de la communauté métal. Et pour aller encore un cran plus loin dans cette réflexion, pourquoi on aurait besoin d'être validé par M6, TF1 ou par les Victoires de la musique, qui sont un événement de toute façon pas très représentatif de ce qui peut se passer en France musicalement. Le métal se construit contre ces institutions quelque part, et existe peut-être un peu plus difficilement, mais existe quand même avec un circuit propre. Donc,
Pourquoi changer ça? Au final, rendre le métal mainstream, c'est lui enlever son essence et quelque part vouloir son déclin. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Quelle place devrait ou pourrait occuper le métal auprès du grand public? Eh ben, à titre personnel, j'en sais rien. Ça fait partie des nombreux sujets sur lesquels je n'ai pas d'avis tranché. Non pas parce que je ne veux pas cliver en le donnant, mais simplement parce que je comprends globalement les deux discours. Le seul travers dans lequel personnellement je ne veux pas tomber, c'est l'élitisme musical. Juger que mes goûts sont supérieurs à ceux de quelqu'un d'autre, simplement parce qu'on n'écoute pas la même chose. Et ne croyez pas, c'est beaucoup plus simple de tomber là-dedans que ce que vous pensez. Parmi les tonnes de vidéos réactions que j'ai pu regarder sur Gojira, il y a un youtubeur que je ne vais pas citer qui passe sa vidéo à parler d'ouverture d'esprit musicale, tout en crachant sur Aya Nakamura. Et entendons-nous bien, je ne suis pas du tout fan d'Aya Nakamura. Par contre, venir cracher sur sa musique, pour moi, c'est clairement un jugement de valeur. Et à mon sens, ça n'a pas sa place dans la musique. Bref, le but de cette vidéo, c'était simplement de regrouper certains arguments sur le sujet de la place du métal dans la culture mainstream. Je n'ai pas approfondi chacun d'entre eux et j'ai dû en oublier plein, alors n'hésitez pas à compléter tout ça dans les commentaires, dans le calme et le respect, évidemment. Vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec les points énoncés dans la vidéo. Moi-même, je le suis pas, même quand j'ai pas donné mon avis. Vous avez le droit de ne pas avoir d'avis, mais j'espère au moins que cette vidéo vous aura donné quelques billes supplémentaires sur la question. Et puis, bon, juste en mettant ces débats de côté juste 2 secondes, purement artistiquement, est-ce que c'était pas un plaisir de voir ça? Merci encore à CyberGhost d'avoir rendu cette vidéo possible. Si vous voulez vous sentir en sécurité en ligne, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Vous serez protégé pour seulement 2,3 € par mois, 83% de remise, 4 mois offerts, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.